Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Tout d'abord, les titres de cette édition. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a assisté hier à la restitution des premières conclusions des observations d'une mission d'évaluation externe du MAEP. Le mécanisme d'évaluation par les pairs, c'était à l'auditorium de la primature. Nous en parlerons en tout début de journal. Le gouvernement a adopté récemment un projet de loi portant code de procédure pénale avec un certain nombre d'innovations dans le cadre de la réforme du système judiciaire. Il y avait donc besoin de l'adopter à la société pour un plus grand respect des droits de l'homme. Nous en parlerons également. C'est confirmé, Jean-Pierre Bemba arrive à Kinshasa le mercredi 1er août prochain. Jean-Pierre Bemba rentre dans son pays à une étape importante du processus électoral en cours, à savoir le dépôt de candidature pour la présidentielle et la députation nationale prévue du 25 juillet au 8 août prochain. Une mission d'évaluation interne de la gouvernance en Côte d'Ivoire a été menée récemment par la CNMAEP, la Commission nationale du mécanisme d'évaluation par les pairs. Au terme du processus, un rapport d'auto-évaluation a été élaboré puis validé en Conseil des ministres. Une mission d'évaluation externe du MAEP a procédé à la restitution des conclusions de ces observations. C'était hier à l'auditorium de la primature en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. 3 semaines d'analyse, d'observation de proximité avec les populations pour apprécier l'idée qu'elles se font de la bonne gouvernance telle que pratiquée dans leur pays. C'est la mission à laquelle se sont soumis les experts de la mission d'évaluation du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, présent en Côte d'Ivoire depuis le 10 juillet 2018. Une mission qui a travaillé en étroite collaboration avec la Commission nationale, MAEP. Cette mission, de par sa diversité de ses membres, est une marque d'amitié des peuples africains envers la Côte d'Ivoire. Elle traduit la volonté des chefs d'État de l'Union africaine d'ouvrir chacun des pays participants au mécanisme à une expertise africaine en vue de déclencher un processus de solidarité pour l'amélioration de la gouvernance dans chacun de nos pays. Pour le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, point focal du MAEP, si la Côte d'Ivoire se prête à l'exercice, c'est bien parce qu'elle croit à la bonne gouvernance comme levier essentiel pour parvenir à l'émergence. Les notations des agences les plus réputées au monde, ainsi que les appréciations des institutions internationales, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, montrent bien que notre pays a fait un choix difficile, mais sans fanfaronnade, on peut l'affirmer qu'il est sur la bonne voie. Presque au terme de leur mission, il s'est agi pour ces experts de restituer les premières conclusions de leurs observations. La mission a constaté que l'entrepreneuriat privé constitue un acteur majeur de la création de richesses et a discuté avec la partie prenante des mécanismes élaborés pour que cette participation soit effective, notamment dans le cadre de la réconciliation nationale. Des efforts en matière d'accès aux services sociaux de base sont notés, avec néanmoins des disparités entre les régions. La question de la contribution des femmes, des jeunes et des handicapés dans les activités économiques reste une préoccupation largement soulignée. Les problèmes de l'emploi et de la politique sociale ont été largement discutés en relation avec le développement du capital humain et l'amélioration des bien-être de la population. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'est réjoui des consultations engagées par les experts du MAEP avec les populations. Cette évaluation externe apparaît certes comme une nécessité liée au processus même du MAEP, mais elle est aussi et surtout l'expression de volonté clairement affirmée du chef de l'État et du gouvernement sont empressés d'autoriser la présente mission. La mise en place de ce cadre de dialogue multi-acteurs sur la gouvernance a donc permis à toutes les parties prenantes d'aboutir à une compréhension commune du MAEP et de construire conjointement le caractère participatif et inclusif de l'évaluation. La Côte d'Ivoire s'honore donc d'avoir réussi à faire son auto-évaluation 3 ans seulement après son adhésion, devenant ainsi le 2e pays, après le Tchad, à avoir réalisé cette remarquable performance. Le processus se veut inclusif et participatif. Son objectif principal, faire des propositions pour l'amélioration
de la gouvernance. Compte rendu signé Herman Guivet. Les résultats du baccalauréat session 2018 sont connus depuis hier. Sur les 243 653 candidats à présent à l'examen, 112 297 ont été déclarés admis. C'est la DECO qui l'a annoncé. La DECO, la direction des examens et concours, qui l'a donc annoncé par la voix de sa directrice Mariam Nimaga Dosso. Taux national de réussite 46,09% contre 44,97% l'année dernière. Dans la région de Bouaké, ce sont plus de 13 000 candidats qui sont allés à l'assaut de ce diplôme tant convoité. Là, le taux de réussite est au-dessous du taux national. Il est de 44,43%. Reportage Hassan Khan et Kwadio Kwame, RTI Bouaké. Vous méritez... Proclamation des résultats du baccalauréat session 2018. Lycée moderne Nebo. Ambiance coutumière à tout résultat d'examen. Des cris de joie mêlés à des pleurs. Pour l'occasion, ce lycée a été le centre de composition des séries C et D du baccalauréat. Le taux de réussite est de 78% pour la série C et 20% pour la série D. La joie des candidats qui ont négocié avec succès ce tournant décisif de leur vie scolaire. Je pensais l'avoir avec le travail et surtout mes matières, les matières de base sont les matières que je maîtrisais les plus, les maths et les physiques en série C. Ce n'est pas seulement l'intelligence qui donne le bac, mais aussi Dieu qui donne le bac aussi avec les bénédictions. Ceux qui n'ont pas été admis, voient qu'ils vont se décourager. Moi, ma première fois, il n'y a pas eu. Cela m'a motivé de travailler plus. Le taux de réussite national est de 46,9%. Ces admis sont aux portes des universités et grandes écoles. La proclamation du baccalauréat, ce jour, marque ainsi la fin des examens à grand tirage. Claudia et Sephora étaient candidates au baccalauréat session 2018, respectivement en série A1 et série C. Il y a un mois, nous les avons rencontrées pendant la préparation de l'examen et elles étaient très confiantes. Alors, qu'en est-il de leurs résultats? Nos deux lycéennes sont-elles admises au bac? Nous étions bien curieux de le savoir. Alors, notre reporter Sephora Zegui les a retrouvées hier après-midi à la proclamation des résultats. Son reportage est commenté par Christelle Trazier-Menon. Dernière heure d'attente pour Sephora et Claudia, nos lycéennes candidates au baccalauréat. Il est 14 h, heure de proclamation des résultats sur toute l'étendue du territoire national. Candidats approchés. L'inquiétude se lit sur les visages des candidats présents au lycée Mami Fété. Notre Claudia, 16 ans, plus ou moins détendue, attend avec d'autres élèves. La proclamation des résultats commence justement par les élèves de série C, sa série. Délivrance. Claudia Dia est admise. Après 10 mois de travail, voilà, nos efforts sont récompensés. Nous avons tout eu, vraiment, nous sommes contents. Au même moment, Sephora, notre deuxième candidate, arrive au lycée classique de Cocody. La proclamation des résultats est déjà achevée. Angoissée, le ventre vide depuis la veille, elle se dirige vers ses amis qui lui annoncent la bonne nouvelle. Mais elle veut le voir de ses propres yeux. Sephora se dirige vers le tableau d'affichage. Elle est admise, avec mention assez bien aussi. C'est enfin l'explosion. Nous avions suivi Sephora et Claudia il y a un mois, lors de la préparation des examens. Et elle nous confiait ceci. Je suis sûre d'avoir le bac au moins avec la motion assez bien. Prochaine étape, l'inscription à l'université. Pour Sephora, ça sera du journalisme. Claudia, notre bachelière en série C, désire, elle, s'orienter en sciences économiques. Mais ça, c'est à voir dans quelques semaines. Aujourd'hui, place à la fête.
Encore bravo à Sephora et Claudia et au-delà à tous les bacheliers de cette session 2018. Lui également était candidat, mais un candidat comme on n'en trouve pas tous les jours. Mamadou Doumbia a 60 ans et il est imam à Daloa. Après plusieurs tentatives, cette fois c'est la bonne. Il empoche le baccalauréat série A2 avec 220 points. Insatiable, insatiable ou ambitieux. En tout cas, notre imam vise désormais le BTS. La correspondance de Ngana Konaté. Dans cette salle de composition du baccalauréat, Doumbia Mamadou est le candidat le plus âgé. Il a 60 ans. À l'âge où certains pensent à la retraite, ce senior s'est lancé dans l'aventure. D'autres le font pour chercher du travail après, mais pour Doumbia Mamadou, c'est un défi personnel. Si aujourd'hui j'ai décidé de passer au bac, ce n'est pas pour devenir ni un fonctionnaire, ni un ministre, mais tout simplement c'est pour me cultiver dans la vie. Et aujourd'hui pour moi c'est un défi d'avoir ce bac parce que c'est un honneur pour moi. Mardi 24 juillet, jour de la proclamation des résultats du baccalauréat. Nous retrouvons Doumbia Mamadou dans son quartier. Il est imam. Une prière dans la mosquée avant de dire au revoir à sa famille dans l'espoir de revenir à la maison avec le précieux sésame. Dans le centre d'examen, une animation particulière règne. L'impatience gagne les uns et les autres, mais Doumbia Mamadou est serein et très confiant. C'est fait. Après de nombreuses tentatives, Doumbia Mamadou a décroché son bac. Le courage, la persévérance et surtout la foi de l'homme de Dieu a fini par payer. J'ai accepté d'aller faire le cours du soir. La recherche du savoir n'a pas d'âge. Donc il faut avoir le courage. Et voilà pourquoi je vous ai promis lors de la composition que vraiment ça va aller. Et aujourd'hui, l'effort a été récompensé par Allah Subhanahu. Merci. De retour dans son quartier, l'imam est accueilli dans l'allégresse. Fierté, émotion, joie, les mots ne suffisent pas pour décrire l'ambiance chez les Doumbia. Un exemple de courage apprécié par ses voisins. Nous sommes tous contents. Parce que ce qu'il vient de démontrer là, ça montre que les gens ne doivent pas se décourager. Avec son âge, il vient d'avoir son bac. Les jeunes gens, je vous encourage, ne baissez pas les bras. Faites comme notre humain qui vient de nous faire honneur. C'est pour lui! Doumbia Mamadou compte approfondir encore ses connaissances. L'homme de 60 ans se dit prêt à poursuivre les études. Concernant les études, si les moyens me permettent, je compte continuer au supérieur. Parce que bon, vous savez que le supérieur, c'est une question de moyens. Donc s'il y a les moyens, en tout cas, je vais continuer. L'imam Doumbia Mamadou est donc loin de la retraite de la vie intellectuelle. Son prochain défi, c'est le BTS. Et l'on lui souhaite de le décrocher avec une mention spéciale, celle de la volonté. Et c'est avec cet exploit de l'imam bachelier que nous refermons ce chapitre, résultat du baccalauréat session 2018. Les attachés de défense des ambassades de France, du Canada et du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire sont en fin de mission. Ils ont été reçus hier après-midi par Ahmed Bakayoko. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a décoré chacun de ces attachés de défense. Ils sont faits chevaliers dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Konaté Moussa. Chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Ils sont en fin de mission en Côte d'Ivoire. Ils reçoivent des distinctions de l'État ivoirien. Le colonel Xavier Lafargue de la France, le colonel Hassan Maboub du Royaume du Maroc et le colonel Rick Thompson du Canada, représentés par le conseiller politique de l'ambassadeur. Tous des attachés de défense des ambassades de leur pays en Côte d'Ivoire, décorés par le ministre d'État, ministre de la Défense. Ils sont élevés au grade de chevalier de l'Ordre national. Quand on travaille de longues années dans le sens de l'amélioration de la coopération entre nos États, il est bon qu'à un certain moment on s'arrête pour que cela soit célébré. En tout cas, moi je peux vous dire que j'ai une grande satisfaction et je souhaite que les attachés de défense entrants qui vous remplacent puissent marcher dans vos pas dans le sens de consolider ce qui a été établi et d'aller beaucoup plus loin. Que la Côte d'Ivoire est un pays ouvert, c'est un pays qui s'enrichit de l'expérience de tous et qui apporte également sa contribution à l'équilibre mondial. En tout cas, nous sommes très heureux. Il y a un an, nous avions de grands défis
à relever au sein des armées. Nous sommes sur la bonne voie et cela a été avec la contribution de chacun ici présent. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a reçu également ce jour Mohamed Hussein, le nouvel attaché de défense de l'ambassade d'Égypte en Côte d'Ivoire. Parlons justice à présent. Mercredi dernier, en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté un projet de loi portant code de procédure pénale avec un certain nombre d'innovations dans le cadre de la réforme du système judiciaire. Il y avait donc un besoin de l'adapter à la société pour un plus grand respect des droits de l'homme. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Depuis 1960, le Code de procédure pénale en vigueur en Côte d'Ivoire n'a pas subi de profondes modifications pour s'adapter à une société en pleine mutation. Il est donc apparu opportun pour les acteurs de la justice de proposer de nouveaux textes dans l'intérêt du justiciable. La société civile, les partenaires au développement, les professions judiciaires, les professionnels du droit, tout le monde a participé à l'élaboration de ces textes. Le projet de loi contient plusieurs innovations. Il est le résultat de 3 années de travail sous l'impulsion du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Innovation majeure, la création de juridictions criminelles. Elles vont désormais donner la possibilité de rendre des jugements de qualité. La cour d'assises a été remplacée par 2 juridictions que sont le tribunal criminel et la chambre des appels criminels. Ce projet de texte instaure le contrôle judiciaire et de nouvelles dispositions relatives à la détention préventive et à la garde à vue. Il va en outre garantir la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement. Aujourd'hui, la garde à vue a été encadrée. Les conditions limitatives ont été énumérées pour que l'on puisse garder quelqu'un à vue. On a institué des mesures qui ne vont pas forcément envoyer les gens automatiquement en détention préventive. Au lieu de vous envoyer à la MACA, le juge d'instruction pourrait décider aujourd'hui que chaque matin, vous veniez pointer à son bureau pour signaler que vous êtes effectivement là. Ou bien le juge d'instruction pourrait décider de vous reprendre votre passeport pour vous éviter de voyager. Après l'adoption au Conseil des ministres, le projet de loi devrait passer sur la table des parlementaires. Une fois adopté, il sera promulgué pour immédiatement entrer en vigueur. Vous allez le voir en image, Gadji Seli, Serge Kassi, Abou Gali, François Kensi et tous les autres ont été invités par la ministre Maria Toukoné à regagner la mère patrie, la Côte d'Ivoire, en vue de prendre une part active dans le processus de réconciliation. La ministre de la Cohésion sociale a fait cette annonce hier mardi dans les locaux du PNCS, le Programme national de cohésion sociale. C'était à l'occasion d'une cérémonie de remise de chèques à Niagbo Paul, dit Paul Madi, qui est volontairement rentré dans son pays, répondant ainsi à l'appel du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un tout autre domaine à présent, l'Union africaine et la Banque africaine de développement ont fait le constat de ce que les statistiques de façon générale ne sont pas actualisées en Afrique, et cela dans plusieurs secteurs d'activité. Il faut donc se mettre aux normes, d'où cette formation initiée par l'UA et la BAD sur l'intégration de la stratégie pour l'harmonisation des statistiques en Afrique dans les stratégies nationales et les stratégies régionales de développement de la statistique. Francis Boifo nous explique tout ça. Tous les experts en développement s'accordent à dire que les statistiques sont des outils d'aide à la décision, en tout cas quand elles sont bien élaborées et actualisées. Un constat cependant en Afrique. Les statistiques produites en Afrique ne sont pas d'actualité. C'est-à-dire qu'on est en 2018 aujourd'hui, mais quand on regarde les statistiques, vous voyez que les statistiques sont produites, les statistiques qui sont disponibles sont 2013, 2010, alors que nous avons besoin de statistiques pour prendre des décisions pour le futur. Donc les statistiques ne nous permettent pas de prendre de bonnes décisions parce qu'elles ne sont pas disponibles à temps pour nous. Et elles ne couvrent pas tous les domaines. Cette formation, initiée par l'Union africaine UA et la Banque africaine de développement BAD à l'École nationale de la statistique d'Abidjan, vise à intégrer une nouvelle stratégie d'harmonisation des statistiques dans les systèmes nationaux et régionaux. Nous avons élaboré des méthodologies et ces méthodologies vont être appliquées dans tous les pays africains. D'abord aussi améliorer le système statistique national de tous les pays africains de manière à ce que le système statistique national puisse produire des statistiques de qualité à jour pour renseigner nos politiques de développement. Et nous mettons à leur portée
des portails de données dans lesquels ils peuvent charger les données qu'ils auront produites. Ce projet devrait aboutir à l'élaboration des statistiques fiables au niveau du continent africain. Autre lieu, autre formation. C'est une formation à la finance islamique qui a lieu depuis hier mardi à l'initiative du CREPMF, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Elle concerne tous les acteurs du marché financier de la sous-région et à terme va favoriser une meilleure compréhension des normes et principes de la finance islamique. Il s'agit concrètement de présenter les différents instruments de cette finance afin de faire profiter les investisseurs privés. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Malgré le développement du marché des emprunts obligataires islamiques, appelé Soukouk, les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine tardent à frapper aux portes de ce marché qui offre des opportunités intéressantes pour financer les grands projets. L'apport de la finance islamique n'est plus à démontrer. Point n'est besoin de citer les apports de la finance islamique à la qualité de la régulation en termes de réduction de risques systémiques, mais également de renforcement de la liquidité, de la stabilité financière, mais également de l'éthique sur les marchés. D'autres bienfaits que pourrait apporter la finance islamique aux économies de la sous-région. L'augmentation de l'épargne nationale et l'arrivée potentielle d'investisseurs directs étrangers. Mais les clients, les employés, les superviseurs et contrôleurs, les juges, tout ce beau monde doit connaître selon leur niveau d'implication les règles qui sous-tendent ces transactions. Dans ce contexte, le Conseil des ministres de notre Union a adopté les réformes du marché financier en mars 2016 en complément du plan stratégique 2014-2021 du marché financier régional en vue de consolider les performances du marché et d'améliorer sa contribution au financement durable des économies de notre Union. Toutes ces initiatives nécessitent l'insertion de nouvelles normes dans le dispositif réglementaire au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette disposition devrait permettre une meilleure adéquation des spécificités de la finance islamique avec les dispositions d'ordre juridique comptable, prudentiel et fiscal en vigueur dans notre Union. Le marché de la finance islamique, qui était de 1 500 milliards de dollars en 2016, a atteint 2 000 milliards en 2017. Pour l'exercice en cours, les prévisions tablent sur environ 3 000 milliards de dollars. À présent, prenons la direction de l'Afrique centrale, au Congo-Brazzaville, un pays dont l'économie repose sur le pétrole. Il représente 65% du produit intérieur brut et 86% des recettes de l'État. Et pourtant, l'or noir est confronté en ce moment à la volatilité des prix du pétrole et au déclin prévisible de sa production. Le gouvernement ne reste pas sans rien faire. Il a décidé de diversifier les ressources naturelles en mettant l'accent sur la relance de l'agriculture avec des programmes sur le manioc, la banane et le cacao. Le défi de la productivité et de la transformation du manioc au Congo-Brazzaville, c'est le dossier que nous propose le service économie de la rédaction. Il est signé Francis Boifou. Le chikwang, le foufou, le sakasaka. Des produits à base de tubercules et de feuilles de manioc. On en trouve dans toutes les 12 régions du Congo-Brazzaville. Ces mets, très consommés dans les villes et villages, sont souvent servis aux étrangers pour faire la promotion de ces produits made in Congo. Les usages du manioc sont très limités chez nous. Il faut les diversifier. Et ensuite, nous pouvons partager des expériences qui pourraient améliorer la productivité. La transformation du manioc reste cependant un vrai parcours du combattant dans les 4000 villages du pays. Les femmes ont recours aux moyens traditionnels, de grosses pierres pour extraire l'amidon, râper les tubercules. L'aide au sac à la machine, les machines pour écraser, qu'on obtienne la pâte. Les machines, il y a des fois tu peux louer la machine peut se retrouver à 2 km, donc il faut attendre. Et donc ça c'est lent quoi, jusqu'à ce qu'on transforme, jusqu'à la commercialisation à Brazzaville. Après plusieurs séances de travail en atelier et des visites de terrain dans le cadre des échanges d'expériences entre les acteurs de la transformation du manioc en Côte d'Ivoire et ceux du Congo-Brazzaville, les ingénieurs ivoiriens font des propositions. Nous avons
des machines, par exemple un essoreur qui fonctionne sur le principe de la force centrifuge et qui peut donc être très utilisé par ces populations qui utilisent des cailloux pour presser leurs sacs de manioc. Un autre exemple, le broyeur. Vous avez leur broyeur qui va broyer directement le produit, alors que nous avons un broyeur avec une cage de pré-broyage et une cage de broyage qui donne un produit amélioré, nettement supérieur à celui que nous avons pu observer sur le terrain. Il y a encore l'état d'hygiène que nous constatons qui n'est pas aussi amélioré. Mais nous, en tant que machinistes, concepteurs, fabricants d'équipements, nous pouvons vraiment apporter un plus pour pouvoir les amener à améliorer cette transformation. Même si le gouvernement congolais parvient à résoudre la question de la pénibilité dans la transformation du manioc, la nouvelle politique agricole devra intégrer la question de la commercialisation. La difficulté majeure à ce niveau est due d'abord au fait qu'il n'y a pas d'engagement de stockage qui devrait nous permettre d'avoir des statistiques fiables sur les quantités, n'est-ce pas, de produits vendus ou commercialisés. Autre défi, l'encadrement des coopératives dans le processus de production des produits alimentaires. Par exemple, l'application de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives. La plupart des coopératives découvrent cette loi-là, l'acte uniforme, alors que c'est depuis 2010 que l'acte uniforme a été ratifié. Donc il y a un véritable travail à faire et à ce niveau-là, la NADER est prête à collaborer avec les structures étatiques du Congo pour faciliter ce genre de choses-là, faire les formations, parce qu'il y a aussi des déficits en formation, ce que nous avons relevé. Entre 200 et 300 000 ménages travaillent dans le secteur agricole au Congo-Brazzaville. Ces producteurs ont un potentiel impressionnant de terres cultivables. 10 millions d'hectares, dont 3% exploités. Depuis 2014, le Congo est inscrit sur la liste des pays à faible revenu sur le plan de la sécurité alimentaire. Aller à la sécurité alimentaire passe nécessairement par une amélioration de la productivité. Ici, on n'a pas vu une structure nationale qui assure l'encadrement des paysans. Et or, dans ce domaine, la Côte d'Ivoire, depuis 1994, a acquis une forte expérience. L'organisation des producteurs, leur appui par un encadrement proche, ça c'est un domaine où nous avons quelque chose à apporter aux Congolais. Il y a un problème de la transformation du produit et ces questions doivent être rapidement revues à la table pour voir un peu comment élaborer des projets spécifiques pour accompagner les acteurs dans l'acquisition du matériel afin de réduire la pénibilité du travail des coopératives. L'agriculture occupe désormais une place importante dans le nouveau plan national de développement voulu par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Cette agriculture représente 6% du produit intérieur brut PIB et pourrait être la deuxième source de croissance et de revenus du Congo-Brazzaville après le pétrole. Reportage au Congo-Brazzaville signé Francis Boifo. La Côte d'Ivoire a décidé de présenter sa candidature au Conseil de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Avant les assises de la conférence des plénipotentiaires 2018 prévue du 29 octobre au 16 novembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le gouvernement a rencontré hier lundi, avant-hier lundi, ici même à Abidjan, les diplomates en poste en Côte d'Ivoire. Objectif, solliciter le soutien actif et l'accompagnement des représentants des missions diplomatiques en vue de soutenir cette candidature. Le témoignage de Lanciné Bakayoko dans nos prochains journaux. Après 10 ans d'absence, l'ancien chef de guerre Jean-Pierre Bemba va faire son retour en République démocratique du Congo le 1er août. Son parti, le Mouvement de libération du Congo, l'a déjà investi candidat en vue de l'élection présidentielle du 23 décembre. Âgé de 55 ans, Jean-Pierre Bemba se trouve actuellement en Belgique où il réside depuis son acquittement et sa remise en liberté provisoire sur décision du jury d'appel de la CPI. En juin, il avait été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre.
Et puis pour refermer ce journal, sachez qu'alors qu'il ne s'est toujours pas exprimé publiquement depuis le début de l'affaire Benalla, Emmanuel Macron a pris la parole hier mardi devant des élus de la majorité La République En Marche, MODEM, et plusieurs membres du gouvernement réunis à Paris. Près d'une semaine après l'éclatement de l'affaire Benalla, Emmanuel Macron est venu regonfler le moral des troupes sans la présence de la presse. Selon des propos rapportés par des députés présents, Emmanuel Macron dit avoir ressenti les actes du 1er mai d'Alexandre Benalla comme une trahison. Pour le président français, le seul responsable, c'est bien lui. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et prudence en cette journée pluvieuse.